Bonsoir à tous et bienvenue. Plus de 17 000 candidats prennent part aux épreuves écrites des examens de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Plusieurs diplômes sont en jeu, entre autres le baccalauréat technique et le CAP. D'autres précisions dans ce journal. Les accidents de moto sont de plus en plus récurrents dans certaines grandes villes du pays. C'est le cas de Korogo, avec comme principale cause le facteur humain, l'indiscipline des conducteurs et la méconnaissance du code de la route. À suivre, une lucarne sur la recrudescence de ces accidents en moto dans la cité du Poron. Et puis à l'étranger, afin d'enrayer des signes inquiétants de reprise de l'épidémie de coronavirus en France, le port du masque est désormais obligatoire dans les lieux publics clos et pourra même valoir une amende de 135 € en cas d'infraction. Ils sont plus de 17 000 candidats à prendre part aux épreuves écrites des examens de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Plusieurs diplômes sont en jeu, entre autres le baccalauréat technique et le CAP. Le secrétaire d'État Brice Kouassi s'est rendu dans le centre logé au sein du lycée hôtelier d'Abidjan pour constater la bonne marche des compositions. Tiémé Dandje et Rikimo. Top départ ce mardi des épreuves écrites des examens à grand tirage de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Après les épreuves sportives et pratiques, les 17 084 candidats à l'assaut des 4 diplômes, à savoir le CAP, certificat d'aptitude professionnelle, le BEP, brevet d'études professionnelles, le BP, brevet professionnel et le BT, brevet de technicien, affrontent cette dernière étape dans le calme et le respect des mesures barrières anti-Covid-19. Au lycée professionnel hôtelier d'Abidjan, Cocody Riviera Golf, des candidats, après avoir rendu leur copie de la première composition, sont confiants. Le sujet était abordable. On nous a demandé de dessiner un clown gay. Et c'est ce que nous avons fait. C'est des choses qu'on a déjà appris en classe. C'est vrai qu'à cause du Covid-19, on n'a pas terminé le programme en tant que tel. Je m'attendais à quelque chose de plus difficile, mais le clown gay, c'était la meilleure. Je sais que je vais avoir le CAP. C'était d'abord le dessin du clown et ça s'est très bien passé. Ensuite, ils nous ont donné le squelette de la main. En tout cas, on nous a donné aussi des carreaux à pouvoir remplir tout ça. Ça s'est super bien passé. En tout cas, j'ai confiance et je sais que j'aurai. Les épreuves étaient abordables. On donne tout à Dieu, peut-être ça va aller. En visite dans ce centre, le secrétaire d'État de l'enseignement technique et de la formation professionnelle se réjouit du bon déroulement de ce dernier round des examens de fin d'année. Fruit, selon lui, de la conjugaison des efforts des acteurs et partenaires de cet ordre d'enseignement. Il nous fallait arriver ici pour encourager nos collaborateurs, les enseignants, le travail qui a été fait. Parce que nous avons vu comment ils ont été à la tâche, comment ils ont travaillé pour que nous puissions sauver l'année. Il fallait également venir encourager nos élèves qui ont su faire preuve d'abnégation, qui ont su surmonter le traumatisme lié à la Covid-19 pour aujourd'hui se retrouver à l'étape finale, c'est-à-dire les examens. Brice Kouassi met en exergue, par ailleurs, l'intérêt de cette étape dans le processus de la formation des jeunes pour se vendre sur le marché de l'emploi. Quand on a fini avec ces évaluations formatives qui se déroulent durant l'apprentissage, nous en arrivons in fine à ce que vous voyez aujourd'hui, une évaluation sommative, une évaluation qui permet de vérifier en définitive qui peut passer en classe supérieure, qui est apte à aller en entreprise, qui doit avoir le parchemin qui permet d'aller en entreprise. Voilà tout le sens du dispositif que nous mettons en place. Pour cette dernière étape, des examens à grand tirage qui s'achèvent vendredi 24 juillet, les 17 084 candidats sont repartis comme suit. 14 796 candidats officiels et 2 288 candidats libres. Au titre des diplômes, l'on note 69,1% de candidats en lice pour le BT et 27,3% pour le CAP, le BEP et le BP. Direction maintenant le nord du pays, précisément à Ouangolo-Dougou, ville ivoirienne frontalière avec le Mali et le Burkina Faso. Sur place, transporteurs et déclarants en douane poussent déjà un ouf de soulagement suite à la levée de l'isolement du grain à Abidjan, même si tous continuent
d'attendre la réouverture des frontières. Un reportage de Tiémé Dandjé et Arona Zeba. Ouangolodougou, ville à la lisière des frontières du sud du Mali et du Burkina Faso, retrouve son animation d'avant-crise sanitaire du nouveau coronavirus. À la gare routière, les cars de cette compagnie sous cale, depuis l'isolement du Grand Abidjan, reprennent du service. Ici, le soulagement lié au déconfinement intervenu 72 heures déjà est total. On était vraiment dans l'angoisse. C'était vraiment un calvaire pour nous, surtout nos jeunes gens qui n'arrivaient plus à survenir à leurs besoins familiaux. Vraiment, c'était vraiment très, très, très dur. Donc, et que maintenant, que depuis le 15, on dit que Abidjan ouvert, vraiment, c'était la joie totale. Nos clients étaient vraiment très impatients de pouvoir retrouver vraiment le chemin d'Abidjan. Aujourd'hui, c'est le soulagement total, parce que vous savez, Abidjan, c'est le pôle d'attraction de toute la sous-région. C'est vrai que les frontières sont fermées, mais tout le pays même ne vit qu'à travers Abidjan. Le coin était pratiquement vide. Mais avec la reprise, on sent vraiment la vie vraiment renaître. À bord, la prudence reste de mise. Objectif, éviter toute attitude à risque pouvant accroître les cas de contamination et induire à nouveau la prise de mesures préventives draconiennes. Et à l'intérieur du car, on demande le cache-nez à tout un chacun. Et avant que le passager ne rentre, on demande de laver les mains. Et nous avons des gels hydroalcoolisés pour pouvoir nettoyer ceux qui descendent pour remonter. Voilà. Et dans le car aussi, nous avions un car de 105 places. Bon, nous avons réduit le nombre de personnes à 50 personnes pour pouvoir observer les mesures barrières à l'intérieur. Le poste frontière des douanes ivoiriennes, à moins d'une dizaine de kilomètres de la ville, attend encore tout son monde. Les véhicules passent à la minutieuse fouille physique. Ce, dans le respect des dispositions anti-Covid-19 édictées pour concilier mobilisation des recettes de l'État et protection du coronavirus. Le cœur est certes à l'ouvrage, mais il faudra attendre la réouverture des frontières pour voir les douanes ivoiriennes tourner à plein régime. Bien avant, en face, déclarants en douane et opérateurs de la filière bétail, eux, jubilent. Le déconfinement d'Abidjan, bon, vraiment, ça nous arrange un peu. On va peut-être dans une vingtaine de dossiers. On reprend parce que déjà, il y a des camions qui quittent Abidjan pour venir, ce qui n'était pas le cas. Donc maintenant, on peut dire que ça a repris. Mais comme la frontière est encore fermée, voilà, il y a des petits trucs qui ne rentrent pas. C'est les produits de crues seulement qui rentrent. Ici, tous les regards restent tournés vers Abidjan pour une autre mesure très attendue, celle de la réouverture des frontières, gage de reprise du trafic inter-État et partant, la fin de leur galère liée à la maladie à coronavirus. À plus de 90 km de Ouangolodougou, notre équipe a marqué un arrêt à Korogo. Elle y a fait le constat de la récurrence des accidents de moto avec comme cause principale le facteur humain, l'indiscipline des conducteurs et la méconnaissance du code de la route. Une lucarne sur la recrudescence de ces accidents à moto dans la cité du Poro, un sujet de Tiémé Dandjé et Arona Zeba. Korogo, chef-lieu de région du Poro. Les engins à deux roues pullulent les rues. Adulés par les populations qui les trouvent pratiques, les motos donnent néanmoins du fil à retordre à plusieurs usagers de la route. Parmi eux, les sapeurs-pompiers militaires. Vendredi nuit, nous les trouvons en intervention sur la rue Tolbert, au quartier Soba. L'accident implique 2 motocyclistes. Un fait qui fait partie du quotidien des Korogolais, selon des témoins. C'est chaque fois, sur 10 accidents, on trouve au moins 8 de motos. Nous, les jeunes Korogolais, là, on ne recevait pas les feux. Si le feu est rouge, on grille le feu. C'est pour ça qu'il y a toujours des accidents. À la caserne des soldats des sinistres d'hiver, l'état des lieux préoccupe. De 2014 à 2019, sur 7298 interventions, sur des lieux d'accidents de la circulation, 6588 cas impliquent des engins à deux roues. Sur la période janvier-mi-juillet 2020, la tendance reste à la hausse. Déjà, au mois de juillet, nous enregistrons 1000 interventions au total, dont 600 essentiellement dues au cycle, les engins à deux roues et à trois roues, communément appelés les motos.
Ces accidents sont imputés essentiellement aux facteurs humains. C'est dû essentiellement à la non-maîtrise du code de la route, de façon générale à la réglementation afférente à l'utilisation de ces engins. Le non-port de casque, le non-respect du code de la route proprement parlé. Parce qu'à Korogo ici, il n'est pas rare de voir des gamins de 10-12 ans enfourcher ces engins. C'est un peu une tradition ici. Malheureusement, ils le font sans connaissance aucune de la réglementation afférente à l'utilisation de ces engins. Ces riverains sont formels. La principale cause est la consommation d'alcool. Il y en a qui profitent de l'alcool, ils ne savent pas pourquoi. Et puis après ils se retrouvent à l'hôpital, ils s'étonnent. L'alcool, surtout l'alcool comme la bière, le tchapalo, c'est ça, ils boivent chaque jour. Il y a trop de tchapalo. On boit tchapalo, bon, on ne respecte pas les faits aussi. Quoi qu'il en soit, le bilan inquiète et devrait appeler à la prise de mesures pour stopper, voire inverser la courbe des accidents dans la ville. Environ une trentaine de décès. Et là, généralement, c'est des traumatismes crâniens. Les utilisateurs de ces engins ne voient pas la nécessité de se protéger de la tête par le port du casque, ce qui est une obligation lorsqu'on utilise ce genre d'engin. Les autorités locales ne sont pas impassibles face à ce phénomène. Pour le commandant de la caserne de Korogo, le sursaut civique s'impose pour respecter les mesures prises. À la suite des cérémonies de mariage, nous avons le phénomène des bons chauffeurs qui, jusqu'à là, le préfet essaie de mettre fin, mais ce phénomène perdure encore. Je crois que l'application de cette réglementation va pouvoir mettre un frein à la hausse en termes d'accidents dus à ces engins. Notons qu'à la date du vendredi 17 juillet 2020, 956 accidents de la circulation avaient été enregistrés par les sapeurs-pompiers de Korogo. Si 622 impliquaient des motos, 334 autres mettaient en scène des véhicules. Nous restons à Korogo où se sont réunis ce mardi des cadres de la région et d'autres régions sœurs. Dans une déclaration, ils saluent la nation pour l'hommage rendu à Feu Amadou Gon Coulibaly. Ils appellent par ailleurs le chef de l'État à briguer un nouveau mandat présidentiel. Je vous propose d'écouter leur porte-parole, la ministre Maria Toukone. Demandons en conséquence à son Excellence, M. Alassane Ouattara, nonobstant son annonce solennelle du 5 mars 2020 sur l'état de la nation devant les deux chambres du Parlement, de ne pas être candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre et de transférer le pouvoir à une jeune génération, de faire violence sur lui-même et de reconsidérer sa position afin d'accepter d'être le candidat du RHDP à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 pour la paix, pour la stabilité et pour l'émergence de la Côte d'Ivoire. On en vient au décompte traditionnel sur le Covid-19. Un décès enregistré parmi les victimes du coronavirus aujourd'hui. 219 nouveaux cas de contamination ont été annoncés par le ministère de la Santé. 198 guéris, ce qui porte à 14 531 cas au total, 8 857 personnes guéries, 93 décès et 5 581 cas actifs. Continuons d'observer les mesures barrières. Le bras de fer autour de la foire au bétail se poursuit. Ce mardi, les autorités municipales étaient devant la presse. Le maire menace de saisir la justice face à ce qu'il appelle le sabotage de ses actions. Ce matin, il y a eu une forte présence de la police sur le lieu de la foire au bétail. Au même moment, des manifestants sur place dénonçaient des nuisances. On fait le point avec Pierre Dipomelin et Tanguy Conan. Port-Boué, route de Bassam. Ce site de 8 hectares, aménagé par la mairie pour recevoir les marchands de bétail, est désespérément vide. Pendant ce temps, les environs de l'abattoir, au cœur de la commune, continuent d'accueillir les moutons et chèvres en provenance du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Une situation qui n'est pas du goût des autorités municipales. Anodjo Miezon-Aka, deuxième adjoint au maire de Port-Boué, face à la presse, menace de saisir les juridictions. Nous sommes dans un pays organisé, et ça aussi je l'ai dit dans mon exposé. Si monsieur le gouverneur continue à nous empêcher de réaliser ce que nous avons promis à nos populations,
parce que nos dirigeants, chaque fois, eh bien, nous allons saisir les juridictions. C'est le droit qui va être dit. Parce que je vous dis déjà que monsieur le gouverneur est dans l'illégalité. Selon l'élu, la démarche de la mairie de Port-Bouët n'est nullement d'empêcher la tenue de la foire au bétail. Il n'est pas question d'empêcher qu'il y ait foire. Nous voulons que cette foire libère les artères pour permettre aux Abidjanais, ce n'est pas seulement les populations de Port-Bouët, ceux qui voyagent de pouvoir ne pas rater leurs avions et permettre nous, à Port-Bouët, à nos populations de l'abattoir qui sont dans l'insécurité pendant ces 15 jours, de pouvoir être en paix et également permettre à nos malades qui sont à l'hôpital général de pouvoir guérir dans la quiétude. Mais également, je vous le dis, il y a la pandémie, c'est de ça qu'il s'agit. La foire à bétail cette année se tient sous fond de tension entre le district d'Abidjan, organisateur de l'événement, et la mairie de Port-Bouët. Ce matin encore, les forces de l'ordre commises à la sécurisation de ce marché à bétail ont fait face à des manifestations de jeunes qui dénoncent des nuisances et réclament la délocalisation de la foire. La police a fait usage de gaz lacrymogène pour disperser ces manifestants et procéder à des arrestations. Le ministre des Eaux et Forêts, Alain Richard Danvaï, a visité ce matin le zoo d'Abidjan en vue de s'enquérir des réalités de l'établissement. Visite qui intervient suite à la diffusion d'un reportage sur un média international évoquant un cas de maltraitance et de malnutrition des animaux, dont un chimpanzé qui serait mort de malnutrition. Yeli Traoré, Fulgence Kissiedo. Selon un reportage diffusé le dimanche 19 juillet dernier sur les ondes d'une radio internationale, les animaux du zoo d'Abidjan seraient à la fois malnutris et victimes de maltraitance. Pour tirer cette situation au clair, le ministre des Eaux et Forêts a effectué une visite de terrain au zoo d'Abidjan. Il a passé en revue l'ensemble des habitats des animaux et a demandé des précisions sur la prise en charge quotidienne des pensionnaires du zoo. Le médecin vétérinaire du zoo évoque le cas particulier du chimpanzé, mort des suites de maladies. C'est un animal que les responsables ici ont trouvé malade. Ils m'ont contacté. Nous avons pris soin de cet animal en l'examinant, en lui administrant ce qu'il est nécessaire vu les symptômes qu'il présentait, mais malheureusement, il n'a pas survécu et il est décédé. Cela date d'environ 2 mois. Donc quand nous apprenons aujourd'hui dans la presse que ce n'est pas maltraitance que cet animal est mort, je trouve que c'est une attaque gratuite et méchante. Le responsable de l'alimentation des animaux du zoo détaille pour sa part la routine quotidienne de l'alimentation des animaux. Ils sont nourris correctement. Il y a même les alimentations variées. Le matin, à partir de pratiquement entre 9h et 10h pour le premier tour. Et puis le soir, c'est pratiquement à 16h. Le ministre de tutelle du zoo a lui balayé les accusations portées contre le zoo d'Abidjan et évoqué les différents chantiers en cours dans l'établissement pour davantage de mieux-être pour les pensionnaires. L'heure est simplement au rétablissement de la vérité. Il y a eu des articles qui ont été écrits sur les réseaux sociaux et également une émission qui a parlé de maltraitance des animaux dans le zoo, de mauvaise gestion dans le zoo, de mortalité due au manque de nutrition. Alors nous sommes venus ici pour rétablir la vérité, pour que vous-même vous puissiez faire le constat de ce qui a été fait au zoo depuis 1 an, pour que ce zoo-là soit à une norme, arrive aux normes internationales. Vous verrez tout à l'heure l'enclos qui est en train d'être construit pour accueillir un nouvel éléphant. Au fur et à mesure, nous améliorons donc les conditions. Les services du ministère des Eaux et Forêts et ceux du zoo ont évoqué leur volonté de faire davantage d'efforts de communication afin de donner des infos crédibles et ont annoncé des projets de création de zoos dans différentes villes de l'intérieur, avec Bouaké comme première ville devant recevoir un nouveau zoo. La course au parrainage des groupements d'intérêt pour être candidat à la présidence de la Fédération ivoirienne de football bat son plein. L'attribution du parrainage du groupement des arbitres divise. La direction du groupement avait annoncé avoir choisi le candidat Sori Diabaté, là où une autre assemblée d'arbitres dit accorder son parrainage au candidat Didier Drogba. Bonjour, la confusion, des précisions
de Pierre Dipomela. Jamais une élection à la Fédération ivoirienne de football n'a suscité autant d'engouement, passion et rebondissement. Ce lundi, ce sont des arbitres qui annoncent leur parrainage à Didier Drogba. Pourtant, un parrainage de l'association des arbitres reconnu par les instances avait été déjà attribué à Souri Diabaté. Cette élection aura réussi à diviser ce groupement d'intérêts. En fait, une dissidence de l'AMAFSI, amicale des arbitres de football de Côte d'Ivoire, conduite par Roland Danon, rejette le vote opéré il y a quelques semaines par leur père. L'ex-capitaine des éléphants s'est lui réjoui de ce précieux soutien. Je vous remercie pour la confiance. Je remercie toutes mes équipes ici qui ont travaillé dans ce sens pour obtenir ce parrainage. Et ce n'est pas fini. Pour les dirigeants de l'AMAFSI, ce choix des dissidents est de nul effet. Je voudrais rassurer les arbitres de Côte d'Ivoire. Il n'y a qu'une seule AMAFSI et dirigée par M. Koulibaly qui a la signature. Alors, quelqu'un qu'on vient de mettre comme comité ad hoc qui n'a même pas la responsabilité de diriger une assemblée ne peut pas réunir des individus pour choisir un candidat. Je suis désolé, mais soyez sereins, ça n'a aucun impact sur le processus électoral de la FIF. Nous sommes allés à Moussokro, on a mis en place la commission électorale FIF et nous attendons sereinement le 5 septembre pour aller voter. Didier Drogba, dont l'annonce de sa candidature à la FIF a déchaîné les passions sur les réseaux sociaux, peine à rassembler les parrainages, condition de la validation de sa candidature. L'AFI, Association des footballeurs ivoiriens, dont l'infortuné est vice-président, a choisi Idriss Diallo. On termine à l'étranger afin d'enrayer des signes inquiétants de reprise de l'épidémie de coronavirus en France. Le port du masque est désormais obligatoire dans les lieux publics clos et pourra même valoir une amende de 135 € en cas d'infraction. Yéli Traoré. Centres commerciaux, magasins, administrations recevant du public, banques et marchés couverts viennent compléter la liste des lieux où le port du masque était déjà requis, comme les gares et les aéroports. Emmanuel Macron avait annoncé le 14 juillet l'entrée en vigueur au 1er août de l'obligation de porter un masque, mais la date a été rapidement avancée face aux alertes des médecins sur les signaux faibles de reprise de l'épidémie. La population semble cependant comprendre cette mesure qui, a priori, n'apparaissait pas si évidente. Plus que nécessaire, c'était indispensable, à la fois pour que les gens se protègent entre eux, puisqu'en fait, les distanciations avaient du mal à se faire respecter. Et en plus de ça, pour nos collaborateurs, c'était vraiment très très important, parce qu'eux étaient protégés de leur côté, mais de voir les gens qui ne l'étaient pas ou peu, ça créait une forme de peur. En cas de non-respect de la mesure, une contravention de 4e classe est possible, soit une amende forfaitaire de 135 €. Pour l'amende, oui, si c'est la sanction, si effectivement il faut passer par là pour qu'on porte le masque, ben effectivement, voilà. Mais il faut aussi, après, que ça suive, que les gens payent, parce qu'on a l'impression que les amendes, on les met, mais que finalement tout le monde s'en fiche un petit peu. Enfin, c'est mon sentiment. La décision de rendre le masque obligatoire constitue une volte-face du gouvernement français qui, se basant sur les recommandations internationales, notamment de l'Organisation mondiale de la santé, avait martelé au début de l'épidémie que les masques n'étaient utiles qu'aux soignants et aux malades. Et c'est ici que prend fin ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction, réalisé par François Ossou. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Rendez-vous demain à 19h50.